Bonjour. Bienvenue sur la chaîne podcast de la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains. Cet épisode est un extrait de la conférence prononcée par M. Olivier Schmidt, professeur au Center for War Studies, Université du Danemark Sud. La conférence s'intitule « Fiabilité et crédibilité des alliances ». Nous vous souhaitons une bonne écoute et pour nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes chaînes. Merci beaucoup. C'est un plaisir partagé. C'est un honneur pour moi de me retrouver dans cet amphithéâtre et de pouvoir vous parler ce soir. Et merci d'être venu m'écouter, que ce soit ici ou à distance. Donc effectivement, tu disais, Louis, que la question des alliances, c'est un peu une question de cours sur les questions stratégiques, mais c'est pas complètement par hasard non plus. Il y a dans le livre Strategy de Lawrence Friedman, il ouvre son introduction en disant qu'en fait, il y a 3 grands comportements stratégiques qu'on retrouve à peu près en tout temps et en tout lieu, qui sont premièrement l'utilisation stratégique de la force, donc l'idée qu'on va utiliser la force pour atteindre ses objectifs. Le deuxième comportement qu'on retrouve à peu près partout et tout le temps, c'est la ruse. Et le troisième, c'est les alliances, où s'il y a un déséquilibre des forces à un endroit ou à un autre, on va essayer de trouver des partenaires ou des alliés. Et donc, c'est un comportement stratégique qu'on retrouve non seulement chez les êtres humains, mais aussi chez nos cousins, d'autres primates évolués, où on voit certains grands singes, notamment, qui ont un comportement d'alliance quand des groupes adverses s'affrontent. Ils vont essayer de créer ce phénomène de coalition pour accumuler de la puissance. Donc, les alliances, c'est vraiment un comportement stratégique fondamental et qui irrigue d'ailleurs une partie de notre imaginaire culturel. J'aime bien prendre l'exemple de l'Iliade en réalité, parce que donc l'Iliade, Muse chante la colère d'Achille et ainsi de suite. Mais en réalité, on peut aussi lire l'Iliade comme un problème de coordination au sein d'une coalition, où les Achéens et notamment Agamemnon ont une gestion de l'alliance qui est problématique, puisque Agamemnon récupère et prend Briséis, qui est le grand amour d'Achille, et du coup Achille arrête de se battre, et c'est un problème pour la manière dont les Achéens conduisent leurs opérations militaires, et finalement c'est tout l'enjeu de Patrocle d'essayer de finalement convaincre Achille de revenir au combat. Et il y a un autre aspect de l'Iliade qui est aussi intéressant, que j'avais un peu oublié, j'avoue, qui est que les Troyens eux-mêmes ont aussi des alliés. Et que la manière dont les Troyens et les Achéens gèrent leur alliance, c'est un des enjeux, ou en tout cas c'est une des dimensions de l'évolution du conflit. Donc on voit bien que même, j'allais dire, dans ce qui est probablement le poème culturel fondamental de ce qu'on pourrait appeler une forme de civilisation occidentale, en réalité, au cœur de ce poème, il y a non seulement la colère d'Achille, donc la notion même de héros, mais se pose aussi la question de la coopération militaire. Et c'est pas seulement occidental, hein, si on prend le récit de la guerre des 3 royaumes, qui est un peu... Alors, je vais faire très vite, mais c'est l'équivalent chinois de l'Iliade, mais on retrouve les mêmes dynamiques où des héros s'affrontent et dans une dynamique assez régulière de créer des alliances, de trahison. Donc on voit bien dans cette translationnalité du poème guerrier, les alliances sont au cœur des enjeux qui sont abordés. Et en fait, je pense qu'on pourrait écrire une histoire de la politique internationale à partir de l'histoire des alliances, et elle serait probablement assez complète, parce que c'est un enjeu tout à fait fondamental. Alors, ce que je voudrais faire ce soir, c'est aborder 2 concepts, fiabilité et crédibilité, qui pour moi sont au cœur de la manière dont on peut essayer de comprendre et analyser la vie politique des alliances, leur effet stratégique sur le système international et la manière dont les États, entre eux, coopèrent ou pas. Et mon idée, c'était d'essayer d'éviter autant que possible, en tout cas dans la première partie de la présentation, le commentaire d'actualité. Parce qu'évidemment, on pense tous à l'OTAN, on pense tous au Groenland, on pense tous à un ensemble d'enjeux. Et ce que je voudrais essayer de faire dans les, disons, 30-40 prochaines minutes, c'est justement essayer de prendre un petit peu de recul, réfléchir à comment est-ce qu'on peut penser ces enjeux dont la longue durée à partir des concepts
de fiabilité et de crédibilité. Et ensuite, je vous promets qu'on fera un petit peu de commentaires d'actualité, qu'on va aborder un certain nombre de questions contemporaines. Le but étant d'essayer de montrer comment, en réalité, ces concepts aident réellement à penser les situations immédiates. J'en profite d'ailleurs pour revenir sur la métaphore du carré d'as des alliances. Je dois dire qu'elle n'est pas de moi, mais je sais de qui elle est. Elle est de Jean-Vincent Hollande et Marie Robin dans un article de la revue Inflexion. Donc, je veux leur donner crédit pour ce qui est une excellente métaphore. Alors, je vais partir sur quelques concepts, enfin quelques rappels fondamentaux de ce qu'est une alliance. Et pour montrer l'importance de la fiabilité et de la crédibilité. Alors, une alliance, c'est une définition classique, une association formelle ou informelle d'États s'accordant sur l'emploi ou la menace d'emploi de la force dans des circonstances précises contre des acteurs extérieurs à l'alliance. Et en fait, c'est important l'ensemble des termes de cette définition parce que ça permet de distinguer l'alliance d'autres formes de coopération militaire. Ça permet de distinguer l'alliance de la coalition. La coalition, en général, est contre un adversaire particulier. Elle a une temporalité qui est censée être plus limitée, là où l'alliance est censée avoir une durée de vie un peu plus importante. Donc, il y a une distinction à la fois de temporalité et d'objet entre l'alliance et la coalition, même si, en pratique, on voit dans les opérations militaires plus récentes qu'il y a un enchevêtrement entre la dimension coalition et la dimension alliance. Pensez à l'intervention en Afghanistan qui était autorisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, conduite par une coalition, la Force internationale d'assistance à la sécurité, qui regroupait 50 États, mais cette coalition était elle-même pilotée par l'OTAN, une alliance, et donc évidemment le fonctionnement de la coalition était largement déterminé par le fonctionnement de l'alliance lui-même. On a eu le même phénomène en Libye, où il y a eu une coalition au sein d'une alliance qui a eu lieu. Mais conceptuellement, on peut distinguer alliance et coalition de cette manière. Ça permet aussi de distinguer l'alliance d'autres formes de coopération qui sont les organisations de sécurité collective. Par exemple, l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, a comme objet d'essayer de mettre à la même table des acteurs qui ont des visions très différentes de leurs enjeux de sécurité. C'est pour ça qu'on dit souvent que ça va de Vancouver à Vladivostok, parce qu'effectivement, il y a le Canada, les États-Unis, jusqu'à la Russie. Mais le but de l'organisation de sécurité collective, c'est de regarder à l'intérieur. On essaie de gérer les problèmes à l'intérieur de l'organisation. L'alliance est dirigée vers l'extérieur. Elle est dirigée vers un acteur extérieur. A priori, on verra avec Donald Trump, mais a priori, on n'est pas censé se battre à l'intérieur de l'alliance elle-même. Et ça permet aussi de distinguer d'autres formes plus ad hoc de coopération de défense. Par exemple, les transferts d'armement peuvent se faire dans le cadre d'une alliance, évidemment, mais ce n'est pas parce qu'il y a un transfert d'armement qu'il y a nécessairement une alliance derrière. On peut parfois entendre la France a transféré des armes à l'Arabie Saoudite, il y a une alliance entre les deux pays. Non, c'est une impropriété, il y a une coopération de défense qui peut arriver. Il peut y avoir d'autres formes de coopération de défense, comme l'entraînement des forces militaires d'un pays partenaire. Ça n'en fait pas nécessairement une alliance pour autant, parce qu'il n'y a pas nécessairement d'accord sur la manière dont on va employer la force ensemble contre quelqu'un d'autre. Donc le but, c'est l'alliance, c'est une des formes de coopération de défense. Ce n'est pas toutes les coopérations de défense, et c'est une forme de coopération qui est tournée vers l'extérieur et qui vise à mettre ensemble des États qui s'accordent sur les conditions d'emploi de la force. Ça, c'est la définition générale. Ensuite, les alliances ont évidemment plusieurs fonctions. Elles servent à plusieurs choses. La première, c'est, la fonction mousquetaire, un pour tous, tous pour un. On est censé agréger des capacités militaires. C'est pour ça qu'on fait une alliance, a priori. C'est parce que tout seul, on ne se trouve pas assez fort. On essaie de trouver des petits copains. Et à plusieurs, on est censé être plus fort que tout seul. Et une deuxième fonction, un peu plus institutionnelle, qui est celle de la coordination de la planification militaire. Ça, c'est une fonction qui est en réalité relativement récente dans l'histoire des alliances. Imaginez que les alliances qui se battent contre Napoléon, par exemple, en réalité, le grand degré de coordination, c'est on se retrouve tel jour à telle heure sur le champ de bataille, et ensuite, chaque membre de l'alliance
conduisait le combat dans son coin, mais il n'y avait pas de planification militaire commune, il n'y avait pas de planification intégrée. Le caractère de la guerre qui a évolué au cours du XXe siècle et qui est, j'allais dire, magnifié au cours de la Seconde Guerre mondiale, montre qu'il y a une accélération du tempo des opérations, une accélération du volume des opérations et une augmentation du volume de feu sur le champ de bataille. Et l'une des grandes leçons de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'en réalité, avec l'accélération du tempo des opérations, il s'agit plus seulement de dire on se retrouve tel jour à telle heure sur le champ de bataille, déjà parce que les fronts sont infiniment plus grands que durant les guerres napoléoniennes, mais l'enjeu, c'est de s'assurer que avant que la guerre elle-même ait lieu, on a un ensemble de plans de défense qui sont coordonnés en commun. Et les deux grandes alliances de post-Seconde Guerre mondiale, qui sont évidemment l'OTAN et le pacte de Varsovie, vont avoir cette fonction intégratrice. L'OTAN, très tôt, développe une planification de défense commune, et le pacte de Varsovie, à partir de 1955, va faire la même chose. L'idée étant pas seulement d'avoir un accord politique entre États, mais de progressivement faire converger les planifications de défense avec un degré d'intégration entre les différentes forces armées qui est lié aux besoins militaires alors en fait, on a besoin d'aller beaucoup plus vite. On ne peut pas juste dire on va se retrouver tel jour, telle heure sur le champ de bataille. Une troisième fonction politique des alliances, celle-ci, c'est que les alliances ont tendance à formaliser les hiérarchies au sein du système international. Pareil, je reprends l'exemple du pacte de Varsovie et de l'OTAN. Ce sont deux alliances, je vais y revenir après, mais ce sont deux alliances asymétriques dans lesquelles il y a à chaque fois un grand acteur et des petits acteurs autour. Et la manière dont les alliances fonctionnent servent à naturaliser en quelque sorte ces hiérarchies de puissance au sein du système international. Et ça, c'est important de le garder en mémoire pour comprendre ce qui, selon moi, est en train de se passer en ce moment aux États-Unis et la perception de l'alliance du président Trump. Il y a une fonction on rend évident la symétrie de puissance. Et la quatrième fonction des alliances, qui est aussi stratégique, celle-là, pas seulement politique, c'est, tant qu'à faire, de dissuader les agressions potentielles. Et c'est lié à la première. Si on agrège les capacités militaires de manière suffisante, si notre coordination est suffisamment importante, a priori, un acteur extérieur va se dire c'est peut-être pas une super idée d'attaquer telle alliance parce que leur puissance militaire est bien trop importante. Et cette fonction de dissuasion, c'est là-dedans qu'en réalité, on introduit les notions de crédibilité et de fiabilité. Mais je vais y revenir. Et cette fonction de dissuasion est vraiment importante et c'est celle-là qui explique pourquoi la crédibilité et la fiabilité sont des enjeux importants de la vie des alliances. Alors, on parlait des chiffres tout à l'heure. J'avais fait quelques petits calculs. Il y a eu 687 alliances qui ont été créées entre 1815 et 2018. En moyenne, ces alliances ont 3 membres. Donc, ce sont des petites alliances. Il n'y a pas un grand nombre d'alliés, avec une durée de vie de à peu près 10 ans, un petit peu moins de 10 ans en moyenne. Ça, c'est la distribution standard de à quoi ressemble une alliance depuis le 19e siècle. Rien qu'en vous donnant ces chiffres, vous vous rendez compte à quel point l'OTAN est une alliance littéralement exceptionnelle au sens où c'est l'exception. C'est une exception en termes de longévité, puisqu'on est à plus de 75 ans maintenant. C'est une exception en termes de nombre de membres, où on est à plus d'une trentaine. Et c'est quelque chose c'est un message que j'aime bien faire passer, mais qu'il faut toujours garder en tête. En réalité, on ne peut pas projeter ce qui se passe au sein de l'OTAN sur le fonctionnement des autres alliances. Parce que l'OTAN, en réalité, c'est une alliance extrêmement bizarre dans son fonctionnement, bizarre au sens de exceptionnel. Ce n'est pas une alliance normale au sens de la distribution statistique. Et ça, c'est toujours quelque chose qu'il faut garder en tête parce que, comme en fait, on est membre de l'OTAN depuis 1949, que c'est le mode de fonctionnement normal maintenant des armées occidentales, on a tendance à projeter le fait que toute autre alliance doit ressembler à l'OTAN. En fait, pas du tout. L'OTAN est très bizarre de ce point de vue-là. Ce qu'on peut observer dans les
dans les chiffres, donc j'ai repris les créations et les fins d'alliances depuis 1815, c'est qu'on a une grande stabilité des alliances après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est certainement lié à la distribution du système international lui-même, où on a deux superpuissances, donc les États-Unis et l'URSS, qui en fait organisent l'espace international autour d'elles, à la fois du point de vue militaire, en créant leur réseau d'alliances, donc évidemment l'URSS avec le pacte de Varsovie et des partenariats avec un certain nombre de pays non alignés, et ainsi de suite. L'OTAN, enfin les États-Unis avec l'OTAN en Europe et des réseaux bilatéraux d'alliances en Asie, le Japon, la Corée du Sud, etc. Donc ces deux superpuissances organisent le système international à la fois du point de vue stratégique, mais aussi en termes de sphère économique. Il y a une forme d'intégration des marchés occidentaux au sens large qui se conduit à partir des années 50 et qui culmine évidemment avec la fin de la guerre froide. Mais évidemment, l'URSS avait aussi comme fonction d'organisation de son espace économique autour de l'idée communiste. Donc, ces deux grandes puissances vraiment servent d'organisateurs stratégiques et économiques, ce qui explique probablement la stabilité des alliances. Mais on peut observer, par exemple, que dès qu'il y a un changement de système international, de configuration du système international, il y a un grand nombre d'alliances qui disparaissent et de nouvelles alliances qui se créent. Et c'est particulièrement clair avec le pic bleu que vous voyez, qui est en fait 90-91. Implosion du pacte de Varsovie, et il y a tout un ensemble de nouvelles petites alliances qui se créent. Donc chaque fois que vous avez des pics sur le graphique, ça correspond à un changement de configuration des rapports de force au sein du système international. Et ces changements de systèmes internationaux se traduisent par une reconfiguration et une réorganisation des alliances existantes. Et enfin, je voudrais finir par une distinction un peu conceptuelle qui existe très souvent dans la littérature sur les alliances symétriques et asymétriques. C'est dans le nom. Les alliances symétriques, c'est des alliances dans lesquelles les États membres ont une puissance à peu près comparable. Et asymétrique, c'est quand il y a un qui est beaucoup plus fort que les autres, donc en primus inter pares. Et avec une collègue, Lucie Bereau-Sudreau, on a aussi essayé d'introduire une distinction entre alliances asymétriques libérales et coercitives, où la différence étant évidemment l'OTAN et le pacte de Varsovie, où l'OTAN fonctionnait principalement sur des incitations collectives avec une asymétrie de puissance entre les États-Unis et les autres États membres, évidemment, et qui n'a jamais fonctionné sur la coercition directe. Là où le pacte de Varsovie, évidemment, invasion de la Tchécoslovaquie, invasion de la Hongrie, quand un allié ne se comportait pas comme prévu, la puissance dominante n'avait strictement aucun problème à intervenir par la force. Et l'une de mes hypothèses, mais on pourra y revenir actuelle, c'est est-ce que je me demande si on n'est pas en train de voir une évolution actuelle de l'OTAN, un nouveau pacte de Varsovie, dans le sens où la puissance dominante, en l'occurrence les États-Unis, se sent désormais sans aucune contrainte pour imposer, y compris par la force potentiellement, ces options à ses alliés. Mais encore une fois, on pourra y revenir plus tard. Je voulais juste introduire cette distinction entre alliance asymétrique libérale et coercitive. Alors, crédibilité et fiabilité, parce que là, jusque-là, j'en ai pas encore parlé, et c'est censé être quand même le cœur de la conférence, donc bon, il faut quand même un peu introduire les termes à un moment. Donc la crédibilité, c'est la perception par l'extérieur qu'une alliance dispose des capacités et de la volonté nécessaires à l'emploi de la force. En réalité, c'est un signal qui est envoyé à l'extérieur qu'on va effectivement employer la force dans des conditions prévues. Comme je vous disais, la crédibilité est fondamentale à la notion de dissuasion. Vous ne pouvez pas dissuader si vous êtes crédible. Ce n'est pas différent de la dissuasion nucléaire. On sait conceptuellement dans la doctrine française, mais pas que française, que dans les doctrines de dissuasion nucléaire, la dimension de crédibilité est tout à fait importante. Là, ce n'est pas différent. On est toujours dans une logique de dissuasion, donc d'envoyer un signal de puissance, de capacité et de résolution pour empêcher, ou en tout cas dissuader un adversaire de faire ce qu'il a envie de faire. La fiabilité, c'est différent. La fiabilité, c'est effectivement si l'alliance entre dans un conflit, est-ce que réellement ces États membres vont défendre leurs petits copains et leurs petits partenaires ?
est-ce que l'alliance est fiable en tant que telle une fois qu'elle est testée? Donc, vous pouvez, en principe, avoir une alliance qui est perçue comme crédible, mais qui se révèle pas fiable, ou une alliance perçue comme peu crédible, mais qui en fait se révèle fiable, ou alors une alliance qui est pas crédible et pas fiable, et une alliance crédible et fiable. Voilà. Mais les deux sont différents. En gros, la crédibilité, elle est un peu perçue par les extérieurs. La fiabilité, c'est réellement la vie politique interne de l'alliance. Alors, on a un certain nombre de travaux qui ont étudié en détail les facteurs qui rendent les alliances plus crédibles ou non. Donc, je vous disais, la crédibilité d'une alliance, d'une alliance avec un S, pardon, il y a une petite coquille, donc ça conditionne son potentiel de dissuasion. Mais les facteurs qui renforcent la crédibilité d'une alliance sont: est-ce qu'il y a des coûts de réputation a priori? Et en fait, on se rend compte que les alliances dans lesquelles les États membres prennent des engagements réguliers les uns envers les autres, notamment des engagements écrits sous la forme de traités, par exemple, en général, sont perçus comme beaucoup plus crédibles parce qu'il y a un coût de réputation à pas honorer son engagement quand il a été communiqué à l'extérieur. Et on voit aussi, c'est une étude un peu plus récente, où les régimes politiques, où les dirigeants ont potentiellement un coût politique, peuvent souffrir politiquement de l'abandon d'un allié, donc souvent les régimes démocratiques, ont tendance à être perçus comme plus crédibles. Donc ça, c'est la première catégorie de crédibilisation d'une alliance, c'est: est-ce qu'il y a des coûts de réputation à ne pas respecter ses engagements? Si les coûts de réputation sont élevés, l'alliance a tendance à être plus crédible. La deuxième condition facteur qui renforce la crédibilité d'une alliance, c'est la présence de coûts irrécupérables, donc les 5 costs. Oui. Et c'est particulièrement clair dans des alliances où il y a un fort degré d'institutionnalisation du fonctionnement de l'alliance. Et clairement, l'OTAN, c'est une alliance qui est extrêmement institutionnalisée, dans le sens où c'est pas juste des chefs d'État qui se regroupent une fois par an ou une fois tous les 2 ans pour discuter. Il y a toute une bureaucratie derrière qui fonctionne avec un degré de confiance en réalité entre les États qui est tout à fait exceptionnel dans l'histoire. Et ça fait partie, j'allais dire, des coûts irrécupérables. Si on quitte l'OTAN, ce sont des coûts qui ont été engagés qu'on ne peut pas récupérer derrière. Et on sait que quand il y a des coûts irrécupérables, on a les alliés vont avoir plus tendance à honorer leurs engagements, donc l'alliance devient plus crédible. Par contre, il y a des facteurs qui diminuent la crédibilité d'une alliance. Le premier, c'est le temps. Plus une alliance dure, moins elle a de chances de refléter la réalité des rapports de force et des rapports politiques entre les alliés. Et on se rend compte dans les études que plus une alliance est longue, moins elle a tendance à être perçue comme crédible, parce que les institutions de l'alliance ne reflètent plus nécessairement les rapports de force réels à un instant T. Le deuxième facteur qui a tendance à diminuer la crédibilité d'une alliance, c'est la manière dont elle va gérer ce qu'on appelle le hasard moral d'une alliance. Alors, qu'est-ce que c'est le hasard moral d'une alliance? Dans une alliance, il y a toujours un enjeu fondamental qui est que les alliés ont 2 peurs principales. La première, c'est que s'ils se retrouvent dans un conflit, est-ce que leurs petits copains vont venir avec eux? Première peur fondamentale, c'est la peur de l'abandon. La deuxième peur fondamentale, c'est la peur de l'engagement non voulu. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans une alliance avec un autre État qui a des idées un petit peu idiotes, qui décide d'attaquer son voisin. Et donc, par le mécanisme d'alliance, vous vous retrouvez vous-même impliqué dans le conflit lui-même. Ça, ce sont les 2 risques. Il y a tout un ensemble de mécanismes qui sont censés permettre de gérer et empêcher ces risques de se réaliser. Au sein de l'OTAN, par exemple, on empêche le risque on est censé réduire le risque de l'engagement non voulu par le fait que dans les critères d'adhésion à l'Alliance, il y a l'une des conditions est que les États qui candidatent à rejoindre l'OTAN ont résolu leurs problèmes frontaliers,
pour justement éviter l'idée qu'un État rejoint l'Alliance pour bénéficier de la protection de tout le monde et boum, d'un seul coup, ils décident d'attaquer leurs voisins pour récupérer leur territoire ancestral qui a été volé par je ne sais pas qui. Ça, c'est une manière de gérer le hasard moral. Enfin, en tout cas, la peur de l'engagement. La manière dont on essaie de gérer la peur de l'abandon, c'est en montrant un engagement avec du skin in the game, n'est-ce pas? Quand les États-Unis ou les États européens déploient des troupes dans les États baltes, c'est un moyen de dire, nous aussi, on est concernés par ce qui se passe, et donc du coup, on ne va pas vous abandonner parce que si les Russes vous attaquent, nos troupes sont là aussi, et donc du coup, on est aussi impliqués. Ça, ce sont des mécanismes qui sont censés gérer ce hasard moral des alliances. Mais historiquement, ce n'est pas du tout toutes les alliances qui ont ce même type de mécanisme. Et si la gestion de l'alliance a tendance à renforcer ces dilemmes au lieu de les réduire, du coup, l'alliance est moins crédible. Et le troisième problème, mais ça qui est plus temporel, c'est le dilemme de sécurité. C'est-à-dire que la création d'une alliance renforce la peur ou la crainte des voisins, des partenaires. Et on se rend compte que notamment ce dilemme de sécurité est particulièrement intense lors des premières années de la création de l'alliance, parce que les voisins ne savent pas si l'alliance va être offensive contre eux ou pas. Mais ensuite, il y a un mécanisme d'apprentissage qui a lieu. Si effectivement les voisins voient que l'alliance n'est pas offensive, en réalité, ensuite, un modus vivendi est trouvé. Et ces trois dimensions, le temps, les modalités de gestion de l'alliance et le dilemme de sécurité, ont tendance à affaiblir la crédibilité d'une alliance. Donc juste pour synthétiser, les facteurs qui renforcent la crédibilité d'une alliance, c'est les coûts de réputation et le degré d'institutionnalisation, et qui les affaiblissent, c'est le temps, le hasard moral et le dilemme de sécurité. Ensuite, on passe à la fiabilité, c'est-à-dire que quand est-ce qu'une alliance est testée, comment est-ce qu'on se comporte? Alors on se rend compte qu'entre 1816 et 1944, les Alliés remplissent leurs obligations dans 75% des cas, ce qui est quand même plutôt pas mal. Dans 3/4 des cas, les Alliés viennent vraiment en défense. Mais seulement dans 22% entre 1945 et 2003. Donc dans les alliances qui ont été testées entre 1945 et 2003, c'est seulement dans 22% des cas que les Alliés sont venus au secours. Alors, évidemment, il y a certainement un biais d'observation, dans le sens où probablement que les alliances qui ont été engagées dans un conflit étaient probablement déjà pas perçues comme crédibles. Donc, si elles n'étaient pas crédibles, peut-être qu'effectivement, il y avait une raison pour laquelle elles n'étaient pas crédibles. En plus, elles n'étaient pas fiables. Donc, elles ont été testées parce qu'elles n'étaient pas crédibles. Ça ne nous dit pas quelque chose sur les alliances qui n'ont pas été testées. Mais de ce qu'on peut observer, ça, ce sont les chiffres qui ressortent. Un autre enjeu, par contre, qui montre que finalement, une alliance, ce n'est pas forcément une mauvaise idée, c'est qu'il y a une corrélation importante entre le nombre d'alliés dans une alliance et la probabilité de victoire. En gros, plus on a d'alliés, plus on se rend compte qu'il y a une probabilité de victoire au final. Donc, le mécanisme d'agrégation des capacités, il fonctionne en pratique. Les raisons pour lesquelles on crée une alliance, en fait, ça marche. C'est qu'on agrège la puissance. Ça, c'est probabilité de victoire à la guerre. Mais non seulement une alliance, plus elle est importante, plus elle a de probabilité de victoire, mais on se rend compte que dans les batailles elles-mêmes, les coalitions remportent leurs batailles dans 59% des cas, donc plus de la moitié des cas, pas trop mal, et c'est dans 89% des cas dans une coalition où les États-Unis sont présents. Donc il y a un énorme facteur puissance militaire américaine sur les probabilités de victoire dans une bataille, ce qui explique aussi pourquoi il y a un tel degré, j'allais dire, d'attraction en quelque sorte. C'est parce que c'était pas forcément un mauvais deal d'être allié des États-Unis. Non seulement on avait plus de chances de remporter une guerre, mais en plus on avait plus de chances de remporter une bataille. Donc c'était pas forcément une mauvaise idée. Et le dernier point, c'est que les alliés sont en fait régulièrement dans un processus de vérification de si leurs intérêts mutuels sont toujours convergents ou pas. Et souvent, ce qui se passe, c'est on demande des démonstrations régulières de convergence des intérêts. Et c'est comme ça que les alliés s'évaluent mutuellement sur le fait de, ouais, en fait, lui, je peux lui faire confiance et lui, peut-être pas forcément. Donc, il y a toujours une dimension politique interne des alliances où
il y a un test régulier. On demande des preuves d'amour, en quelque sorte, de manière assez régulière. Maintenant, j'ai fini la partie, j'allais dire, la plus conceptuelle, où je voulais vous présenter ces grandes dimensions de la crédibilité et de la fiabilité pour que vous ayez ces notions en tête avant de passer aux enjeux contemporains. Et je voudrais aborder en fait un certain nombre d'enjeux contemporains. Le premier, c'est l'organisation du traité de sécurité collective, l'OTSC. Ensuite, on va parler rapidement de la nouvelle alliance entre la Russie et la Corée du Nord. Ensuite, je voudrais parler des alliances américaines en Asie. Et enfin, on finira par l'OTAN, puisque c'est probablement ce qui intéresse un certain nombre de gens. Et à chaque fois, ce que je vais essayer de faire, c'est essayer d'appliquer ce dont je vous ai parlé, ces critères de crédibilité et de fiabilité, aux enjeux contemporains pour vous montrer que c'est pas inutile pour réfléchir ce qui se passe. Alors, commençons par l'OTSC, l'organisation du traité de sécurité collective, qui est en réalité la tentative russe de sauver ce qu'ils ont pu sauver du pacte de Varsovie après la chute de l'URSS, qui aujourd'hui comporte comme membres l'Arménie, la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan, qui avaient d'autres membres, dont l'Azerbaïdjan, qui ont quitté l'Alliance en 2002, si je dis plus de bêtises, et qui fonctionne en réalité comme un moyen pour la Russie de maintenir une influence militaire et diplomatique importante dans ce qu'on appelle ou appelé l'espace post-soviétique. Le terme n'est pas forcément est un peu passé. Mais en principe, c'est une alliance militaire, dans le sens où il y a un engagement de défense mutuelle entre les membres. Et donc, si on applique un petit peu les grilles dont j'ai parlé en termes de crédibilité, donc ce sont tous des régimes autoritaires ou plus ou moins autoritaires à divers degrés. Donc, ce sont des régimes qui ont des coûts de réputation faibles. C'est-à-dire que s'ils abandonnent leurs alliés, les dirigeants politiques ne vont pas forcément souffrir de conséquences de la part de leur population. C'est une alliance qui est aussi faiblement institutionnalisée, dans le sens où il n'y a pas d'équivalent d'un secrétariat général de l'OTAN, il n'y a pas d'équivalent de processus de planification commune de l'OTAN. Et son fonctionnement est fortement dépendant, ou en tout cas lié, à l'évolution du pouvoir relatif de la Russie dans la zone. Donc, je vous ai dit au début que les alliances ont souvent comme fonction de naturaliser les relations de pouvoir entre leurs membres. Là, clairement, le fonctionnement politique de l'OTSC est assez lié à l'évolution du pouvoir relatif de la Russie. Donc, en termes de crédibilité, a priori, on peut se dire c'est pas forcément l'alliance la plus crédible en termes d'engagement de défense mutuelle si l'un des membres est attaqué. Effectivement, qu'est-ce qui s'est passé donc, je vais dire le test réel, en quelque sorte, c'est la fiabilité. Alors, il y a eu un soutien formel au Kazakhstan lors des émeutes de 2022. Donc, l'alliance a en réalité fonctionné comme une force de police interne à la région. Donc, pas contre une agression extérieure, mais en réalité comme une forme de soutien au régime local. Par contre, il y a eu un abandon complet de l'Arménie face à l'Azerbaïdjan. Ce qui est assez révélateur du fait que l'Azerbaïdjan ne considérait pas que l'OTSC était une alliance crédible. Ils n'ont eu aucun complexe à attaquer l'Arménie. Et très certainement que dans leur planification militaire, ils n'ont même pas envisagé le fait que des forces de l'OTSC viendraient en soutien de l'Arménie, ce qui tend à montrer qu'ils ne considéraient pas l'alliance comme étant crédible. Effectivement, l'alliance s'est révélée très peu fiable, puisque ça a même créé des enjeux politiques, puisque après la première attaque de 2021, si je ne dis pas de bêtises, l'Arménie a menacé de quitter l'OTSC et a très explicitement dit que c'était à cause du manque de soutien des alliés. Et en 2023, lors de la dernière offensive, il ne s'est encore une fois rien passé. Donc, il y a eu un clair abandon. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les membres de l'OTSC en tant qu'organisation n'a pris aucune position vis-à-vis de l'agression russe contre l'Ukraine. Donc, même si la Russie présente la guerre contre l'Ukraine comme une guerre défensive, parce qu'il y a les méchants nazis otaniens qui risquaient d'envahir Moscou, je ne fais pas le film, vous le connaissez, l'OTSC en tant qu'organisation est restée extrêmement discrète sur la question.
Il y a des États qui ont, notamment la Biélorussie en réalité, hein, qui a fortement soutenu la Russie, mais les autres membres, notamment Kazakhstan, Kirghizistan et Tadjikistan, sont été extrêmement silencieux, ce qui a tendance à montrer que le fonctionnement général de l'Alliance est beaucoup plus, encore une fois, comme je le disais, lié au pouvoir relatif de la Russie d'imposer ses décisions aux autres membres, plutôt qu'à une forme de solidarité réelle. Et quand elle est testée, on voit bien que même quand il s'agit de la Russie, il n'y a pas un soutien énorme. Alors, Russie, Corée du Nord. Ça, c'est un cas qui est, à mon avis, intéressant et qui, enfin, les autres le sont aussi, mais comme c'est une alliance qui est très récente, c'est intéressant d'y réfléchir de manière un petit peu structurée. A priori, on se dit 2 régimes autoritaires, coup de réputation faible, s'ils s'abandonnent mutuellement, ni Poutine ni Kim Jong-un vont en souffrir politiquement. Voilà, bon. Est-ce qu'elle est très crédible? Pareil, il n'y a pas une grande institutionnalisation. Par contre, c'est une alliance qui est récente, extrêmement récente. Et on peut donc a priori se dire que les mécanismes de coordination reflètent la réalité politique des relations entre les deux États. Et le fait que ce soit une alliance récente, très clairement, ça renforce sa crédibilité dans le sens où on ne signe pas un traité d'alliance pour immédiatement ne pas le respecter 6 mois plus tard. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en termes de fiabilité, puisque l'alliance a été mise en œuvre très rapidement, avec un déploiement de troupes nord-coréennes et un engagement contre l'Ukraine. Alors, il y a eu des informations un petit peu contradictoires. On ne savait pas s'ils étaient engagés principalement dans la région de Koursk, donc cette partie de la Russie qui a été occupée, qui est toujours occupée par l'Ukraine. A priori, c'est là qu'ils étaient principalement concentrés, mais c'est quand même un engagement significatif. Enfin, si en 2020, je pense que personne en 2020 ne se disait qu'il y aurait en 2024 ou 2025 des troupes nord-coréennes en Russie. Alors, je veux dire, faut être honnête, hein. Donc, de ce point de vue-là, on peut se dire qu'il y a un degré de fiabilité pour l'instant de l'alliance qui est réel, qui est démontré et qui nous signifie une forme de solidité de cette relation et sur laquelle il va falloir compter avec attention dans le futur. Donc clairement, à mon avis, c'est pas du tout c'est pas du tout un coup d'opportunité. Je pense qu'il y a une véritable volonté mutuelle dans l'engagement et de coopération dans la durée. Et ensuite, si ça vous intéresse, on pourra parler de toutes les conséquences stratégiques que ça implique en termes de circulation de pratiques militaires, en termes d'échanges, en termes de développement des capacités militaires nord-coréennes, mais aussi russes. Il y a tout un ensemble de conséquences sur le fait que cette alliance, à mon avis, est, en tout cas en l'état, crédible et fiable. Alors, parlons des alliances américaines en Asie. Il y en a un ensemble assez divers en réalité. Je sais que Victor Cha va venir dans un mois, je crois, et c'est le grand spécialiste de cette question, donc je vous encourage vraiment fortement à venir l'écouter. Voilà, le 10 mars. Et il en parlera infiniment mieux que moi. Donc, je vais modestement, pareil, me limiter à ces questions de crédibilité. Ce qui est intéressant dans les alliances américaines en Asie, c'est que jusque-là, elles étaient principalement bilatérales, ou pour des raisons historiques, où les Japonais voulaient surtout pas parler aux Coréens du Sud, et vice-versa, à cause d'un passif de la Seconde Guerre mondiale. Donc, la manière dont les États-Unis ont créé leur réseau d'alliances, c'est qu'en réalité, il n'y avait pas d'OTAN dans le Pacifique. Il y avait un ensemble de relations bilatérales avec l'Australie, avec le Japon, avec la Corée du Sud. Avec la Thaïlande, à un moment, ça a fluctué. Et ce sont à chaque fois, aujourd'hui, des régimes qui ont des degrés de démocratisation variables. Bon, le Japon, c'est probablement celui qui est la démocratie la plus avancée. La Corée du Sud, c'est plus discutable, enfin, en fonction des moments. Il y a des degrés d'institutionnalisation de ces alliances qui sont également très variables. Avec le Japon et la Corée du Sud, il y a des mécanismes de planification communs qui sont d'ailleurs très différents en fonction des deux pays, pour des raisons constitutionnelles pour le Japon, puisque techniquement, ce sont censés être les forces d'autodéfense du Japon. Par contre, la Corée du Sud, il y a toujours une discussion avec les États-Unis sur
à quel moment le contrôle opérationnel bascule de la Corée du Sud aux États-Unis en cas de conflit. Et c'est toujours une négociation de dire les troupes sud-coréennes est-ce qu'elles vont être contrôlées en réalité par les Américains ou par les Sud-Coréens? Et ça fluctue au cours des discussions et des relations entre les deux pays. Et ce qu'on voit aussi en termes de crédibilité, c'est qu'on a des formats qui sont relativement évolutifs avec des mini-tentatives de multilatéralisation. AUKUS, ça peut être vu aussi en réalité comme une institutionnalisation de formats de coopération qui existaient précédemment. Et on entend régulièrement des discussions sur les besoins de coordonner et mutualiser l'alliance entre la Corée du Sud et le Japon, avec un certain nombre de tentatives qui ont été faites, parce qu'il y a un enjeu stratégique qui est assez évident en termes de défense potentielle contre la Chine. Il s'agit aussi de mieux coordonner les zones de défense mutuelle à la fois de la Corée du Sud et du Japon, pour y revenir dessus. Mais on voit que en fait, le mécanisme qui jusque-là existait d'alliance quasiment exclusivement bilatérale entre les États-Unis et les pays de la région est en train de se reconfigurer petit à petit en des formes de minilatéralisme qui commencent à poindre le bout de leur nez. Est-ce que ça rend les alliances plus crédibles? L'idée, c'est que le format de l'alliance évolue avec la réalité de la reconfiguration des rapports de force politiques. Donc, a priori, oui, si le format de l'alliance évolue, c'est qu'il reflète aussi l'évolution des rapports de force politiques. Donc, oui, pourquoi pas. Et en termes de fiabilité, en fait, on n'a pas réellement de test de ce qui s'est passé. Alors, évidemment, les Australiens ont soutenu les États-Unis lors de la guerre du Vietnam. Il y avait un contingent australien, mais on n'a pas réellement de test dans la région d'un engagement majeur qui aurait testé l'alliance. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en point d'interrogation, c'est parce qu'en réalité, on ne sait pas encore. Mais, et je pense que Victor Cha en parlera, mais cette bascule progressive d'un régime de relations bilatérales vers un régime de minilatéralisme, c'est très intéressant en termes de reconfiguration des réseaux d'alliances, parce que c'est très différent de la manière dont l'OTAN fonctionne et dont l'OTAN est organisée. Et le meilleur pour la fin, n'est-ce pas? L'OTAN, en termes de crédibilité, donc a priori, alliance de démocratie pour l'instant, puisqu'il y a quand même des questions assez importantes qui, à mon avis, se posent sur ce qui est en train de se passer aux États-Unis en ce moment en termes de captation des ressources de l'État fédéral et de tentatives de transformation de l'intérieur, de la nature même de l'État fédéral américain et de ses relations extérieures, mais ça, on peut en parler après. C'est évidemment une alliance qui est extrêmement institutionnalisée, probablement en fait en réalité l'alliance la plus institutionnalisée de l'histoire, avec un état-major, avec une intégration et un processus de confiance mutuelle dans la planification de défense qui est matérialisé par le processus de planification de l'OTAN, le NDPP, NATO Defense Planning Process. Pour vous donner à peu près une idée, c'est l'OTAN qui établit un certain nombre d'objectifs capacitaires et qui donne un certain nombre d'objectifs capacitaires à ses États membres et qui mesure l'existant et ce qui devrait être en théorie réalisé. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que tous les États membres de l'OTAN aient une connaissance très intime et très détaillée des capacités des États membres de l'OTAN, des autres États membres. Et ce degré de connaissance mutuelle et en réalité de confiance que les États sont prêts à s'accorder, c'est tout à fait exceptionnel dans l'histoire des alliances. Et ça, c'est aussi lié à l'évolution de l'alliance elle-même, mais à son degré d'institutionnalisation qui, a priori, rend l'alliance plus crédible. C'est aussi une alliance qui a un historique d'adaptation institutionnelle. C'est une alliance qui s'est régulièrement adaptée au cours de l'histoire, à travers des élargissements, mais aussi à travers une redéfinition de ses missions, une redéfinition de ses fonctions de manière assez régulière. Donc, il y a quand même un historique de comment est-ce qu'on fait refléter la structure institutionnelle à la réalité des rapports de force politique. Mais, et j'en parlais tout à l'heure,
La question majeure qui est en train de se poser actuellement, c'est est-ce que la puissance principale que sont les États-Unis et qui jusque-là fonctionnait principalement comme une forme de partenaire bienveillant, parfois agacé, parfois agaçant, mais grosso modo bienveillant. Est-ce qu'il n'y a pas un changement de nature profonde de la manière dont les États-Unis abordent la relation à l'Alliance en termes de expression pure de leur rapport de puissance et le différentiel actuel de puissance entre les États-Unis, je ne parle même pas des États membres de l'Union européenne individuellement, mais entre l'Union européenne et les États-Unis, est de plus en plus colossal. On n'est plus du tout dans la situation de 2008 où il y avait une espèce de parité entre de PIB. Il y a toujours eu une disparité militaire, mais en termes de puissance économique, l'Union européenne faisait relativement jeu égal avec les États-Unis jusqu'en 2008. On a assisté depuis 15 ans à un décrochage qui est net et qui se traduit maintenant en une asymétrie de puissance entre les États-Unis et les États membres de l'Union européenne, où un acteur qui est manifestement hostile, ou en tout cas très méfiant comme Donald Trump, n'a aucun problème à exploiter ce différentiel de puissance de manière tout à fait brutale et sans prendre aucun coup. Et en termes de fiabilité, on a effectivement un historique de soutien aux opérations américaines de l'après-guerre froide, soit en Afghanistan, alors partiellement en Irak, mais ça c'était pas des opérations autant, où on peut se dire qu'il y a eu des liens qui ont été créés, mais l'enjeu, et je pense que je vais finir là-dessus parce que ça permet d'ouvrir la discussion, l'enjeu est très clairement l'attitude pas seulement du nouveau président américain, mais aussi de son équipe sur à quoi servent des alliés, est-ce qu'on en a besoin, et est-ce que, et c'est en ces termes que la question est posée, est-ce qu'on ne s'est pas fait voler depuis 1949, et est-ce que ce n'est pas leur moment de payer? Et là, il y a des questions très importantes qui se posent aux États membres de l'Union européenne sur le futur de la relation transatlantique dans un contexte où si on veut qu'elle se maintienne, et je pense que de notre point de vue, comme du point de vue des États-Unis, il y a de bons arguments pour maintenir la relation transatlantique, et si on veut qu'elle se maintienne, quels termes on établit pour qu'elle soit stabilisée et pas du tout une relation trop asymétrique où les États européens subissent ce que la puissance principale va leur imposer. Je vais m'arrêter là. Vous avez vu que j'ai mis des références dans les slides, donc j'ai mis la bibliographie ici. Je pense que ça sera ensuite redisponible pour celles et ceux qui sont intéressés. Mais je vous remercie beaucoup de votre attention et c'est avec plaisir que je vais prendre vos questions éventuelles.